Ich hoffe, der Schuss Kaffee hat gut getan, weil wir haben wichtige Dinge zu tun. Wir müssen uns um die radioaktiven Abfälle kümmern. Ich weiß nicht, Sie haben es bestimmt gelesen, die NAGRA will im Herbst 2022, also die NAGRA, die Nationale Gesellschaft für die Lagerung von radioaktiven Abfällen, will im Herbst 2022 vorschlagen, an welchem Standort sie die radioaktiven Abfälle in der Schweiz lagern will. Und die NAGRA wurde 1972 gegründet. Und nur kurz ein Rückblick, also ich war dann 5 Jahre alt, 1972. Die Olympischen Spiele in München wurden von einem Terroranschlag überschattet. In den USA geriet Präsident Nixon unter Druck in der Watergate-Affäre. Das war 1972. Und jetzt, 50 Jahre nach diesem 1972, ist die Standortfrage immer noch nicht gelöst. Und die Fernsehsendung Einstein des Schweizer Fernsehens hat kürzlich einen ganzen Bericht gemacht über diese Suche nach einer Lösung, und ich habe Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus diesem Film mitgebracht. Bohrung Stadel 3. Seit Dezember letzten Jahres bohrt die NAGRA hier im Nordwesten von Bülach. Es ist die letzte Etappe einer Standortsuche, nach der dann das optimalste Gebiet für ein Tiefenlager ausgesucht werden soll. Bohrkern um Bohrkern wird aus der Tiefe an die Oberfläche geholt, wo die Proben genau untersucht werden. Im Fokus stehen insbesondere die Dicke und die Dichtigkeit eines ganz besonderen Gesteins, des sogenannten Opalinustons. Auf ihm ruhen die ganzen Hoffnungen der NAGRA. NAGRA-Geschäftsleitungsmitglied Markus Fritschi ist zuversichtlich, dass in diesem speziellen Gestein der hochradioaktive Müll für Hunderttausende von Jahren sicher verwahrt werden könne. Der Opalinuston ist wasserundurchlässig. Wenn ein Riss entsteht, tut sich der Riss wieder selber schliessen. Man nennt das Selbstabdichtung und hat eine sehr gute Rückhalteeigenschaft für radioaktive Stoffe, sollten die einmal aus den Behältern freigesetzt werden. Der Opalinuston ist sehr homogen und ist an den möglichen Standortgebieten für ein Tiefenlager seit Jahrmillionen unverändert geblieben. 3 Regionen kommen derzeit für ein Endlager in Frage. Neben nördlich Lägern, wo aktuell die letzten Bohrungen laufen, auch Zürich Nordost und Jura Ost. Im kommenden Jahr soll dann der beste Ort für ein Endlager ermittelt sein. Und wenn alles nach aktuellem NAGRA-Plan läuft, wäre ein solches in 40 Jahren fertiggestellt. Der Geologe Markus Buser beschäftigt sich seit 40 Jahren mit der Entsorgung des Atommülls. Unter anderem auch in verschiedenen Gremien des Bundes. Er gehört damit zu den renommiertesten Experten auf dem Gebiet, ist aber auch einer der schärfsten Kritiker der NAGRA. 3 Merkmale begleiteten seiner Meinung nach die Arbeit der NAGRA seit ihrer Gründung vor 50 Jahren. Der Misserfolg, die vielen Projekte, die abgestürzt sind, die Überraschungen, die man nicht vorhergesehen hat. Und schlussendlich eben auch die leeren Versprechungen, die man nie eingehalten hat und die sehr, sehr gut sichtbar sind an all den Terminplänen, die nicht eingehalten worden sind. Tatsächlich erwiesen sich die Zeitprognosen stets als viel zu optimistisch. Ursprünglich geht die NAGRA davon aus, bis 1985 ein bewilligungsreifes Endlagerprojekt zu haben. Schon vor Jahrzehnten kritisiert Markus Buser die seiner Meinung nach realitätsfremden Zeitpläne. Das Ziel war von Anfang an unrealistisch. Das haben wir auch als jüngere Geologen damals an der Hochschule von Anfang an gesagt. Für uns war es klar, es ist von Anfang an ein Mythos, weil man es gar nicht erbringen kann. Rückblick. Der Bund entscheidet Ende der 70er Jahre, keine neuen Kernkraftwerke mehr zu bewilligen und auch die bestehenden stillzulegen, wenn das Atomabfallproblem bis 1985 nicht gelöst sei. Die NAGRA zeigt sich zuversichtlich, das gesteckte Ziel in der vorgegebenen Zeit zu erreichen und präsentiert 1979 ein ehrgeiziges Bohrungsforschungsprojekt.
Wir haben in den nächsten 5 bis 7 Jahren vorgesehen, 200 Millionen Franken auszugeben. Eben für alle die Arbeiten, die wir brauchen, um die ausführungsreifen Projekte zu machen. Bei der Standortsuche ist auch Markus Fritschi schon als junger Physiker beteiligt. Die Bohrung hier in Benken kostet rund 8 bis 10 Millionen Franken. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass man mit dieser Kategorie von Abfall entsprechend sorgfältig umgeht. Und das ist unser Auftrag. Und er sucht noch immer, jetzt aber im Opalinus-Ton. Und ein Endlager für hochaktive Abfälle wird frühestens in 40 Jahren realisiert sein. Ich glaube, früher hat man die Aufgabe unterschätzt. Heute sind wir an einem ganz anderen Ort. Wir haben viel bessere Kenntnis von der Geologie, von der Wissenschaft grundsätzlich und auch in der Bevölkerung ist die Situation besser. Ich denke, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir das Projekt anfangen zu realisieren. Wie der Atommüll für Hunderttausende von Jahren unter der Erde versorgt werden soll, später in dieser Sendung. Ja, Markus Buser werden wir sowieso hinterher noch sehen und dann kann er uns erzählen, was da läuft. Also die Quintessenz ist, 50 Jahre ist noch kein Tiefenlager gefunden, kein Standort und die NAGRA ist aber zuversichtlich, dass das noch klappen wird in absehbarer Zeit. Das ist eigentlich die Quintessenz dieser Geschichte. Und wir wollen nun fragen, wo wir eigentlich stehen, was die Herausforderungen sind, warum es so schwierig ist, ein Tiefenlager zu finden. Und ich freue mich sehr, dass neben Markus Buser auch Walter Wildi hier ist. Er ist Geologe, Honorarprofessor an der Uni Genf, ausgewiesener Experte in Sachen Tiefenlagerung und er war auch Präsident der Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen in der Schweiz. Dann trat er aus Protest aus dem Beirat für Entsorgung aus. Und ich freue mich sehr und bin gespannt auf Ihren Input. Bitte schön, Walter Wildi. Nein, Genau. An Applaus bin ich mich nicht gewöhnt, bevor ich etwas gesagt habe. Ja, Frau Seiler, Sie waren 1972 5 Jahre alt. Ich stand im Jahr 1969, als das erste Kernkraftwerk anlief, im Herbst Betznau I in einem Stollen im nördlichen Kanton Aargau und machte Aufnahmen für die Lagerung schwach radioaktiver Abfälle für die NOK. Vous savez, il y a des fossiles hein, parmi nous. Il y a l'expérience et le fossile. Voilà, merci bien pour cette invitation. Je serai relativement sec et je vais essentiellement parler des aspects de déchets nucléaires concernant le démantèlement. Je ne vais pas faire revenir sur toute la question du stockage des déchets nucléaires. Ce serait un peu beaucoup pour le temps imparti. C'est celui-là. Hein. Voilà. Ok, alors quand on regarde en Suisse, la question des déchets nucléaires, elle est du point de vue des types de déchets relativement simple. Nous n'avons pas d'armes nucléaires, nous n'avons pas de production de combustible, etc. Et dans la législation, dans la loi, l'ordonnance sur l'énergie nucléaire, on a classé les déchets de la façon suivante. Là, vous avez pour les 3 premières catégories, on a il manque un A là, oui. En fait, on a 3 catégories de déchets qu'on a distinguées. Les premières, je suis désolé, c'est de nouveau, c'est le genre de choses qu'on ne voit que quand c'est projeté, j'imagine, mais je vais voir sur le fichier. C'est les déchets de faible et moyenne activité. C'est la première catégorie, c'est le plus grand volume qui pose relativement peu de problèmes. On pourra en discuter. Les alpha-toxiques n'ont pas une très haute activité, c'est essentiellement des émetteurs de alpha qui posent des problèmes du point de vue de leur toxicité humaine par exemple, et du point de vue de la durée de stockage. Donc ils sont du point de vue de leur durée de nocivité, si on peut appeler ça comme ça, oui,
C'était les hautes activités là-haut. Donc, excusez-moi, j'ai confondu. Donc, ça, c'est comparable aux déchets de haute activité. Maintenant, les déchets de haute activité, on peut les appeler les déchets chauds. C'est d'une part le combustible qui est irradié, qui a brûlé, qu'on ressort de la centrale, et les déchets, donc ça devrait être des machin truc, des DHA ou quelque chose comme ça, on les verra tout de suite. Donc c'est des déchets qui posent effectivement les plus grands problèmes. Le volume n'est pas énorme, surtout pas pour la Suisse. Il y a des questions à poser concernant le sens de les stocker en Suisse, d'ailleurs, c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment les déchets dont il faut s'occuper du point de vue du stockage géologique profond, qui figure actuellement dans la loi. Après, il y a d'autres substances qui vont arriver, qui ont été décrits dans la conférence précédente, qui sont en fait de Madame Philippe, qui sont des déchets qui sont de faible activité et de courte durée en fait, qui ne vont pas être stockés dans un dépôt géologique profond, qu'on va essayer de sécuriser, et au bout de 30, 50 ans, quelque chose comme ça, ces déchets seront libres pour une autre utilisation ou un stockage dans des conditions plus légères. Donc ça, c'est la situation du point de vue des types de déchets. Maintenant, la CEDRA ou la NAGRA, si vous préférez, l'un ou l'autre, elle gère tout cela, notamment elle établit des inventaires, elle les suit, et elle a établi ici les quantités en mètres cubes de déchets de différentes provenances. Donc, en volume en mètres cubes, vous avez toujours deux chiffres. Le chiffre supérieur, c'est le déchet, si on veut appeler ça brut, sans son emballage pour un dépôt géologique profond. Et puis, dessous, vous avez le déchet dans son pactage, dans son emballage définitif. Vous avez les différentes centrales nucléaires concernées. Ça, ce sont les déchets issus de la recherche, médecine et industrie que la Confédération collecte. Donc ça, c'est la participation de l'industrie, de la société civile, si vous voulez. Là, il y a encore des déchets qui sont liés au stockage intermédiaire, etc. Et le total figure là derrière, et ça, c'est les déchets qui proviennent justement du démantèlement. Et c'est impossible de lire un tel tableau dans une conférence. Donc, je ne vais pas commenter là-dessus. J'ai trouvé une version un tout petit peu... Ah non, ça c'est encore les déchets qui existent déjà dans l'entrepôt de Suilag et ailleurs. Vous voyez, les chiffres ici sont assez petites. Donc, on n'a pas beaucoup de déchets qui sont fin prêts pour un éventuel stockage dans un dépôt géologique profond. Voilà. Maintenant, les déchets qui proviennent du démantèlement. Voilà, DHA, c'est les déchets de haute activité qui n'étaient pas visibles sur la première diapo. Vous voyez ici les volumes, les alpha-toxiques et les déchets de faible et moyenne activité. Là, vous avez des pourcentages du total des déchets en Suisse qui vont apparaître et qui seront gérés à la fin et entreposés. Donc ici, vous n'avez pas ces déchets qu'il faut juste stocker une trentaine d'années. Vous avez le pourcentage parmi les déchets originaux, donc les déchets juste dans un premier conditionnement, mais non encore emballé, après vous l'avez emballé. Et moi, je voulais juste insister sur ces jolis deux chiffres rouges. Donc ça, c'est les déchets bruts tels qu'il est prévu, qui vont arriver depuis le démantèlement des centrales. Ça, c'est à l'état emballé, donc c'est en partie des déchets qu'il faut conditionner, où il y a un conditionnement final qui est plus léger que pour beaucoup d'autres déchets. C'est pour des raisons diverses et variées, c'est pas très intéressant. Mais vous voyez qu'en gros, le démantèlement va fournir presque la moitié des déchets bruts. Donc c'est quelque chose d'important quand on parle
de l'élimination des déchets nucléaires, une grande partie, pas tout à fait la moitié, ne va arriver qu'au moment du démantèlement. Donc c'est par exemple ce qui se passe actuellement à Mühleberg. Vous voyez que le démantèlement ne va pas fournir de déchets de haute activité. Évidemment, ces déchets sont produits pendant l'exploitation des centrales et les alpha-toxiques, ça tient dans un mouchoir. Hein, donc, ce n'est pas très important non plus. Voilà. Donc, ça, c'est la situation brute concernant ces déchets. Maintenant, la question a déjà été posée par Madame Philippe. À quel moment est-ce que ces déchets vont apparaître? Et elle a aussi mentionné, Madame Philippe, le cas que certains rêvent de pouvoir garder les centrales nucléaires comme monuments commémoratifs pour vendre des cartes postales, etc., pour nos enfants, les petits-enfants. Et vous savez que ceux qui sont dans le business, si on peut appeler ça comme ça, ils y sont pas mal assez fermement opposés à cela. Et j'ai aussi assemblé quelques arguments. Madame Philippe va s'y reconnaître. Donc, en fait, une centrale nucléaire, il faut bien voir, dans la législation suisse et dans les faits, c'est un énorme site contaminé. Donc, avec tout ce qui va avec, risque de pollution de l'environnement, catastrophe majeure, etc., nécessite un gardiennage, une surveillance environnementale et une maintenance du point de vue sécurité nucléaire. Donc, je dirais une centrale nucléaire à l'arrêt, si on la laisse telle qu'elle, elle va causer des coûts qui sont probablement de quelques dizaines de millions de francs par année. Et comme ça n'a plus aucun intérêt du point de vue économique, c'est des coûts qu'il faudrait supporter. Maintenant, évidemment, il y a la question du terrain disponible, etc., etc. Et puis, ce que Mme Philippe a également souligné concernant le conditionnement, le traitement des déchets qui sont entreposés, même provisoirement, et préparés pour pour l'entreposage, c'est la question du personnel. Donc, à titre d'exemple, en Suisse, on ne forme plus d'ingénieurs nucléaires actuellement. Il n'y a pas de formation dans les domaines nucléaires en Suisse depuis quelques années, et avant tout depuis 2011, où l'Allemagne a décidé de fermer. La Suisse est allée chercher des tas d'ingénieurs en Allemagne. Ces ingénieurs vieillissent aussi. Donc actuellement, les gens qui vont travailler dans ces centrales nucléaires et sur ces questions n'ont pas reçu de formation spécifique. C'est de plus en plus du bricolage. Et le problème se pose pas seulement ici, mais se pose également du point de vue des experts. Alors on dit il faut que les experts aient à disposition, mais il n'y a plus d'experts. À l'extérieur des centrales nucléaires, il n'y a que ENSI, qui a encore quelques personnes qui s'occupent de nucléaire. Hein. Donc il faut être conscient que le compte n'y est déjà plus de nos jours. Il faut pas prendre ça à la légère. Même à la NAGRA, donc on a commencé le programme en 1978. Je pense toujours, je suis le plus vieux qui a déjà travaillé dans 1969 dans et je suis presque mort. Et quand je regarde derrière, et Marcos, il vit certainement à peu près la même chose, derrière, il n'y a personne. Philippe, il a fait appel à des vieux pour... Enfin, vous voyez le problème, mais il est réel. Dans nos hautes écoles, dans les formations de géologues, on ne parle pas de ça, c'est clair. Donc, on est déjà, quand je rencontre les jeunes loups à la NAGRA, j'étais sur le forage de Bax avant-hier pour aller voir, pour m'informer. Il y a des jeunes gens, je trouve ça chouette, ils sont déjà 2 générations en arrière du point de vue de leur carrière. Voilà. Alors, vous avez eu, par Mme Philippe, un aperçu de comment se passe un démantèlement quand vous regardez dans n'importe quel traité de démantèlement de centrales nucléaires, vous retombez plus ou moins dans cet ordre.
sur les 3 phases dans lesquelles on raisonne. Vous retrouvez ces phases, évidemment, dans la brochure, faut-il dire d'information ou de propagande, peu importe, dans cette belle brochure des forces motrices bernoises. Vous avez d'abord la mise à l'arrêt définitif, le démantèlement partiel et puis total, où on démantèle aussi le bloc réacteur avec cette solution assez originale qu'a proposée, ou dont nous a parlé Madame Philippe. Dans le détail, moi je ne vais pas entrer, donc je ne vais pas vous expliquer ce schéma. C'est juste pour dire, dans le détail, effectivement, c'est une opération très complexe où il faut une planification très détaillée. Moi, je vous recommande, si vous avez l'occasion, allez visiter une fois un chantier de démantèlement. En Allemagne, vous en avez toujours qui courent ou qui viennent avec la Commission fédérale de sécurité nucléaire. Nous avons visité une centrale près de Köln il y a maintenant presque une vingtaine d'années. C'est effectivement un énorme chantier de démontage, de mesure, de tri, de recyclage. C'est avant tout un chantier après, quand il s'agit de matériel, de traitement, recyclage, etc. C'est vraiment impressionnant. C'est un nouveau métier. Voilà. Et Madame Philippe a aussi mentionné la question des quantités. Vous avez ici le seul exemple qui est en cours en Suisse avec la centrale de Mühleberg. Donc Mühleberg, on est en démantèlement depuis le 1er janvier, je crois, de cette année. Et quand vous allez voir sur leur site internet, c'est aussi intéressant. Ils sont assez contents avec eux-mêmes. Mais donc pour l'instant, il n'y a pas eu de problème majeur apparemment. Mais bon, on est dans une phase très précoce. Alors, il y aura environ 200 000 tonnes de matériel à traiter. Donc ça, c'est surtout du béton, ça c'est clair. Et quand tout sera trié, éliminé, nettoyé, donc par ces méthodes de nettoyage, etc., il restera à peu près à peine 2% de déchets radioactifs. Alors 2% de 200 000, ça vous donne toujours une jolie quantité, mais juste pour dire, le gros dans ces volumes, ce sera du béton qu'on va recycler pour fournir du matériel de construction pour d'autres projets, etc. Et vous retrouvez en fait ces mêmes... donc tout ça, c'est copié sur le site internet des forces motrices bernoises. Donc j'ai rien inventé, c'est pas du Wikipédia non plus. Et à la fin, vous avez le stockage de désactivation. Il parle ensuite de la gestion des déchets de faible et moyenne activité qui seront entreposés de façon provisoire à Wurmlingen. Les histoires de déchets de haute activité qu'on va sortir en premier des bassins de refroidissement, et tous les déchets iront pour l'entreposage dit provisoire. Marcos reprendra l'affaire, vous allez voir, dans le Zwilag à Wurmlingen. Philippe m'avait posé la question, mais est-ce qu'il a la place à Wurmlingen? J'ai eu une correspondance parce que j'avais aussi des doutes et certains chiffres ne me paraissaient pas clairs. Donc, d'après les centrales et les volumes qu'ils indiquent, et ça c'est conforme avec ce qu'on voit à Mühleberg, les grands halls d'entreposage provisoire à Wurmlingen de la Zwilag ont effectivement la capacité suffisante. Moi, je peux rien garantir au-delà de ça, mais c'est une question qui m'a aussi tracassé. Vous connaissez tous le cheminement des déchets par la suite. Donc, c'est le schéma très général que vous trouvez partout, la production, collecte des déchets, l'entreposage dit provisoire au Zwilag à Wurmlingen, et puis finalement le stockage géologique profond. Oui,
Alors, Madame Seiler, donc c'est du stockage géologique profond, et je vais vous dire pourquoi. En fait, tout ça repose sur deux principes fondamentaux. Le premier principe a été établi, en fait, formellement et repris à peu près par le monde entier, par la Suède. C'est le concept de stockage derrière des barrières multiples. Donc, où la première, des barrières qui doivent protéger l'environnement, la biosphère, etc., avec la forme du déchet, avec les conteneurs en acier, en cuivre, éventuellement en verre. Tout ça, c'est vraiment un des grands problèmes. Ensuite, on est dans des cavernes, dans un environnement géologique, des cavernes qu'on va remplir avec une matière qui devrait faire barrière à la circulation de l'eau. C'est cette bentonite qui est produite actuellement à La Palma par une éruption volcanique, mais il y en a aussi en Suisse, etc. Donc vous voyez, c'est un concept qui devrait garantir la rétention des radionuclides dans leur dépôt final. Le deuxième élément, c'est actuellement, depuis qu'avec Marcos et quelques autres collègues, on a réussi à convaincre la Confédération qu'il faut en fait surveiller un dépôt géologique profond, qu'il faut pouvoir récupérer en cas de nécessité des déchets. C'est pour ça, c'est le concept qui est entré dans la législation sous l'appellation contrôlée de stockage géologique profond. Voilà. Maintenant, où en sommes-nous en Suisse? Il y a quelques points forts dans le concept. Fort, tout est toujours relatif, hein, vous le verrez aussi. Nous avons un inventaire de déchets qui est clair et limité. Bon, vous allez me dire, on continue l'exploitation des centrales. Les calculs qui sont faits, c'est pour une exploitation de 60 ans, ce qui est probablement déjà trop, vu les risques qui existent, mais c'est comme ça. Donc, l'inventaire est assez bien limité. On a un concept technique, son application, c'est une autre question, mais je pense que le concept qu'on a, il n'est pas si mauvais que ça, et une législation à peu de choses près aboutit. Je viendrai pour finir sur quelques critiques, parce que, évidemment, les points faibles, ils sont aussi dus à la législation. Le premier point faible en Suisse, c'est en fait que l'élimination des déchets nucléaires est actuellement, et depuis le début, de la responsabilité des producteurs. Donc vous voyez la durée du projet, on va avoir un projet sur une centaine d'années, jusqu'à la fermeture d'un éventuel dépôt, si on y arrive, on peut déjà dire que ça va durer au moins 150 ans, peut-être plus. C'est pas très raisonnable, on sera à la 7e, 8e, 9e génération d'ingénieurs et de géologues. À chaque passage d'une génération à l'autre, il y a une perte de savoir-faire. Il y a un manque de surveillance publique. Le projet d'élimination des déchets est en fait un projet cantonal. La NAGRA est détenue par les compagnies électriques qui sont, elles, propriétés des cantons en Suisse, donc c'est un projet cantonal, et la Confédération donne une sorte de... Comment il faut appeler ça? Ils essayent de cacher... en français, on dirait de cacher la merde au chat, mais ça ne se dit pas dans une conférence publique. Voilà. Donc, non, la Confédération, elle mène l'agenda. Voilà. Mais c'est la NAGRA qui la dicte. Et en fait, le programme est figé. Et le savoir-faire, la manière de faire, il n'y a pas de programme de recherche qui permettrait d'alimenter la pensée autour de pas de programme de recherche indépendant des producteurs. Et ça, c'est un grave, je pense, un assez grave problème. C'est aussi à cause de cela qu'on n'a pas de jeunes qui suivent derrière, ça ne les intéresse pas. Les scientifiques ne s'intéressent pas à l'élimination des déchets nucléaires. Le calendrier, il est complètement irréaliste. On voit ça, comment il avance à chaque pas.
Le point final, là où on entre dans le dépôt, c'est une décennie ou 2 décennies plus tard. Au début, en 1978, alors on avait prévu de stocker au début du XXIe siècle, la géologie s'est révélée plus difficile que prévu initialement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment stocker avec une bonne conscience des déchets de haute activité en Suisse, à voir. Et puis évidemment la question de la codécision. On a des conseils participatifs dans les régions qui peuvent discuter, parler tant qu'ils veulent. Ce n'est pas eux qui décident. Et je pense que c'est une grande erreur. Il faut faire confiance aux gens, il faut faire confiance à la population. Dans la population, il y a énormément de compétences, de gens qui savent ce qu'il faut faire. Une coopération internationale à la petite semaine. Je pense que surtout pour les déchets de haute activité, aujourd'hui, il faudrait qu'on en rediscute au moins au niveau européen. Merci bien. Danke vielmals. Dankeschön, Walter Wildi. Sie haben bestimmt viele Fragen an Walter Wildi. Sie müssen sie sammeln und dann können wir hinterher alle zusammenstellen an Markus Buser und Walter Wildi.